Et yo, c'est Dej. Dans cet exercice, je vous propose de faire un atome. Alors cet atome n'existe pas, hein, ne le cherchez pas. Il ne s'agit pas d'avoir exactement la même taille pour ce qui est du noyau ou la même taille d'électrons, etc., etc. Le but est de modéliser la forme générale et d'animer nos objets. Si vous voulez tenter de créer cette petite animation par vous-même avant de voir comment je procède, je vous invite à faire pause et à revenir par la suite. Je vais commencer par le noyau de l'atome, donc avec les protons et les neutrons. Je fais un Shift A, je crée une icosphère. Je vais régler le nombre de subdivisions à 1. Je vais faire Shift A et créer une sphère. Je réduis légèrement ma sphère, puis en maintenant Shift, je sélectionne aussi mon icosphère. Maintenant, je peux faire CTRL P, Object, et j'ai ma sphère qui est parentée à mon icosphère. On peut le voir ici dans l'outliner. Je fais Alt A pour tout désélectionner. Je resélectionne mon icosphère et je vais aller dans Object Properties, Instancing, et là je clique sur Vertice. Et boum. Voilà, ça c'est fait. On a un noyau d'atome. Voilà, je trouve que mes sphères sont un peu trop grosses, donc je vais aller dans l'outliner, sélectionner seulement la sphère et lui appliquer un scale avec S. Ces sphères, elles sont virtuelles, ce sont des clones de ma sphère principale. Du coup, je ne peux pas les changer individuellement, que ce soit au niveau des matériaux ou même de la forme. Il y a une seule chose que je veux de commun à toutes mes sphères, c'est un Smooth Shading. Donc je vais faire un clic droit et faire Shade Smooth. Ensuite, je vais sélectionner mon icosphère et je vais aller dans Object, Apply, Make Instances Real. Avec l'accent s'il vous plaît. Alors, ces sphères, elles sont quand même toujours liées. Si je sélectionne des vertices, on voit que ça les sélectionne. D'ailleurs, si j'essaye de faire une modification, la modification s'applique à toutes mes sphères. Je vais repasser en mode objet, je sélectionne tout, je vais dans Objet, Relations, Make Single User, Object, Data and Materials, ce qui fait que tous les liens qui existent entre toutes les sphères seront supprimés. Donc maintenant, si je sélectionne une sphère, je peux la modifier comme je veux sans altérer les autres sphères. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter tout de suite un nouveau matériau. Donc, je clique sur New dans l'onglet matériaux. Je vais lui donner une couleur. Allez, rouge au hasard. Puis, sur la roughness, je vais la baisser à fond. On va aller en mode matériaux quand même. Et ouais, le roughness, alors on va le baisser encore un peu, voilà, comme ça pour avoir quelque chose de bien brillant. Je sélectionne une autre sphère, celle-ci par exemple, je vais lui appliquer le nouveau matériau, puis je vais cliquer sur le petit chiffre ici pour copier ce matériau, en faire, on va dire, un clone tout simplement. Et je vais pouvoir changer la couleur, je vais prendre, tiens, on va prendre du noir. Voilà, du noir c'est très bien. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner, on va dire, toutes les sphères que je veux voir avec ce nouveau matériau. Je clique une dernière fois avec Shift sur la sphère qui a le matériau que je veux copier. Et je fais CTRL L. Et je clique sur Materials pour copier le matériau de cette sphère sur les autres sphères sélectionnées. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire CTRL I pour inverser la sélection. Cliquer avec Shift maintenu sur cette sphère et faire un CTRL L. Materials pour copier tous les matériaux sur les autres sphères. Je passe en vue de haut et je vais ajouter une nouvelle sphère. Mais celle-ci, je vais la renommer. Donc je fais F2 pour la renommer et je vais l'appeler Elec. Voilà, pour électron. Et question de bonnes habitudes, je vais sélectionner toutes mes sphères ici. Appuyer sur M, New Collection. On va les appeler Pro-nœud. Et voilà, du coup, je peux cacher cette collection pour travailler avec mon électron. Je réduis tout de suite la taille de l'électron, au pif, hein, on va dire un peu au hasard, mais bon, je sais que ce sera même plus petit, donc je peux me permettre. Je fais un CTRL A, Apply Scale. Ensuite, Shift A, j'ajoute une courbe et je vais ajouter un cercle. Je fais un scale sur ce cercle et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mon noyau. Voilà, pour avoir une idée de la taille du cercle que je dois faire. Et maintenant, je peux cacher mon noyau. Maintenant, mon but, c'est que l'électron suive la courbe tout le long de l'animation.
Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais donner un temps d'animation à la rotation justement de mon électron le long de la courbe. Donc je vais aller dans l'onglet courbe ici, je vais aller dans Path Animation et je vais régler le nombre de frames à 60. Ensuite, je sélectionne ma sphère, donc mon électron, et je vais aller dans l'onglet Constraints et ajouter donc une constraint follow path. Avec la pipette qu'il y a dans le champ target, je vais cliquer sur ma courbe de Bézier et on peut constater que mon électron vient se placer directement sur la courbe. Alors une chose très importante quand vous créez ces deux objets, donc la courbe et l'électron, il faut que le curseur soit bien au centre du monde. S'il n'y est pas, vous pouvez faire un Shift S, Cursor to World Origin. Je sélectionne à nouveau ma courbe, juste pour expliquer rapidement quelque chose. Dans Path Animation, j'ai donc réglé le nombre de frames de l'animation à 60. Et je vais faire la même chose dans ma timeline, ici. Je vais régler à 60 pour que mon animation s'arrête donc à la frame 60. Si j'appuie sur Play, il ne se passe rien, absolument rien, et c'est normal. C'est parce qu'il faut que je sélectionne d'abord mon électron, que j'aille dans l'onglet Constraints et que je clique sur Animate Path. Et maintenant, l'électron fait effectivement le tour de ma courbe. Je remets tout à 0, juste parce que ça me perturbe si c'est pas à 0. Puis je vais aller dans l'onglet matériaux, créer un nouveau matériau donc pour mon électron. Alors je pourrais, je vais le faire d'ailleurs, je vais aller changer donc pour émission, le principe LED BSDF qui est ici, je le change en émission. Où est-ce qu'il est? Je l'avais trouvé, il est là. Et je vais lui donner une couleur bleue, on va dire, et changer le strength, donc la force de l'émission, de la luminosité, on va dire. Voilà, on va le mettre à 5. Voilà, 5. Ensuite, je sélectionne ma courbe. Je vais dans l'onglet Object Data Properties, puis dans les paramètres géométrie, bevel, je vais laisser sur round ici et augmenter le depth. Là, ça va beaucoup trop vite, donc je peux maintenir Shift appuyé pour aller tout doucement. Je vais le mettre à 0.002, ça me paraît pas mal. Puis, pour avoir une courbe encore plus ronde, je vais dans Shape, Résolution, et je vais lui ajouter, tiens, le double, on va dire. Le double en résolution, donc 24. Je peux maintenant lui assigner un nouveau matériau, donc je vais dans l'onglet matériaux et je vais faire New. Et là, au lieu de changer pour aller dans émission, on peut aussi donc ajouter de la luminosité. Je peux changer la couleur de mon émission ici. On va mettre en blanc et aussi la puissance donc de la luminosité. Je vais l'augmenter un peu, voilà. J'affiche le noyau de l'atome pour vérifier la taille de l'électron et je trouve que c'est un peu gros, donc je vais le scale légèrement. Ensuite, je sélectionne mes deux objets, je fais Shift D pour les copier, puis clic droit pour les laisser en place, et je refais Shift D pour les copier, et clic droit à nouveau. Et ce qu'il y a de génial, en fait, c'est que si je sélectionne mon électron 0,2, donc ma deuxième copie, et que je vais vérifier quelle est la courbe cible, on voit qu'il a présélectionné pendant la copie, en fait, il a changé donc la cible, ce qui est quand même ultra pratique. Je passe en vue de face, je sélectionne ma courbe de Bézier, ma deuxième courbe de Bézier, je fais R, Y, donc pour contraindre la rotation sur Y, et je vais lui donner une valeur de 60 à ma rotation. Je fais la même chose pour la deuxième courbe, donc R, Y, sauf que là ce sera pas 60, ce sera 120. Je vais pouvoir vérifier si l'animation se passe bien. Donc, j'appuie sur Play. Waouh! C'est le cycle de la vie. Non, franchement, c'est pas mal, mais il y a un problème. C'est que les trois électrons se croisent à cet endroit et à cet endroit. Donc, pour régler ce problème, je vais sélectionner ma première copie d'électron et je vais pouvoir lui donner, enfin, en tout cas, lui appliquer un offset ici dans le champ offset du follow path.
ce qui va décaler mon électron au niveau de son origine. Et quand je vais appuyer sur play à nouveau, on voit qu'il ne suit plus le même cycle que les autres électrons. Le truc, c'est que j'aimerais que ce soit départagé à peu près équitablement entre les électrons. Sachant que mon cycle d'animation est de 60, puisqu'on l'a réglé comme ça dans la timeline et sur les courbes, je vais appliquer à mon électron un offset de 20, puisque je vais diviser donc les 60 frames par 3, puisqu'il y a 3 courbes. Je vais faire la même chose avec mon électron numéro 3 et lui appliquer un offset de 40, ce qui va donc décaler de 20 à chaque fois. Je n'ai plus qu'à tester mon animation. Et voilà, les électrons ne se croisent plus aux endroits où ils se croisaient auparavant. Allez, je vais changer l'environnement rapidement. J'enlève l'overlay. Et voilà, j'espère que ce petit exercice vous a plu. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.